troisième partie de l'Africa Newsroom. Merci si vous nous rejoignez. Je suis toujours en compagnie de Guy Mafimba, analyste politique, et Dianzia Oris Bongoulou, politologue. On va tout de suite passer au grand angle. À l'heure où 3 Africains sur 4 n'ont toujours pas accès à l'électricité, certains pays tentent de recourir aux énergies renouvelables, énergie verte de plus en plus envisagée comme une piste sérieuse pour réduire la précarité énergétique. C'est le cas notamment du Togo, au Togo où 3 millions de personnes vivent encore sans électricité. Marcel Farba-Maroun. 10 km à pied pour aller chercher de l'eau pour sa famille, faute d'énergie. C'est le calvaire qu'a vécu Abla Ogodo, habitante du village de Sikpe à Fidénion, situé dans la préfecture de Yoto, au sud du Togo. Car dans cette localité, l'électricité, qui permet notamment d'alimenter la pompe à eau, a toujours fonctionné via des groupes électrogènes bruyants et alimentés au mazout, un combustible domestique polluant. Mais dorénavant, l'installation d'un puits relié à l'énergie solaire a considérablement réduit les besoins des habitants du village. Nous avons maintenant de l'électricité pour alimenter la pompe. Avant, aller chercher de l'eau était une vraie corvée. Nous passions toute la journée à aller chercher de l'eau. Maintenant, nous avons de l'eau quand nous voulons. La mise en œuvre de l'électricité à Sikpe à Fidénion entre dans le cadre d'un projet dénommé Communauté de demain. L'initiative consiste à la fourniture et à l'installation d'une mini-centrale de 30 kVA au groupe Togocom pour l'électrification de sa tour installée dans le village, ce qui permettra à la localité d'avoir accès au réseau de télécommunications et aux services associés. Cette vision, c'est que nos populations dans ces zones devraient pouvoir avoir accès à Internet, à la téléphonie mobile, à l'électricité propre. Le projet Communauté de demain facilite l'accès des populations rurales aux sources d'énergie renouvelables pour l'électrification des ménages, l'éclairage public, l'alimentation d'usages productifs ou communautaires, le tout dans le respect de l'environnement. Le projet, piloté par la société anglaise d'énergie solaire B-Box, sera étendu à 315 localités à travers toutes les régions. Alors, le Togo qui veut atteindre 100% d'électrification à l'horizon de 2030, Dianzia Oris Bongoulou, mais est-ce que la politique du gouvernement vous semble à la hauteur finalement de ce défi ou comme on l'a vu dans le reportage, il s'agit comme de quelque chose peut-être de cosmétique, disons? Non, mais vous savez, le problème de l'Afrique rurale, il est beaucoup crié à mon avis. Puisque bon, il est fréquent dans presque tous les pays, pas seulement qu'au Togo. Vous voyez des populations rurales qui n'ont pas accès en masse à l'eau potable, qui n'ont pas accès à l'électricité. Et les compagnies d'électricité, comme le gouvernement, se trouvent incapables de couvrir l'ensemble de leur territoire. Et je pense que cette initiative qui a été prise par le groupe B-Box est à saluer. Dans la mesure où elle emmène ces populations-là qui sont dans une précarité, une grande précarité d'avoir accès à un certain développement local. Voilà, puisque au Togo, ce sont des millions de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce groupe a permis à un petit village au Togo, appelé Sikpe à Fidénion, voilà, un village de 4000 âmes, d'avoir accès à l'électricité. Et comment? Grâce à l'énergie propre. Donc on voit quand même que oui, le gouvernement a du mal à lancer une politique plus globale. Non, ça démontre en réalité que l'énergie propre est l'alternative, voilà, à l'énergie fossile classique que nous connaissons. Voilà, c'est l'énergie de demain. Oui. Donc, en utilisant aujourd'hui les panneaux photovoltaïques, l'énergie propre, ça permet à ces populations-là d'avoir accès à l'électricité sans qu'on dégage de grands moyens. Voilà, des grands moyens. Et c'est vraiment un acte à saluer, à mon avis. Oui, Guy Mafimba. Bon, vous savez, on peut saluer des micro-projets qui, du reste, peut résoudre tant soit peu les problèmes quotidiens d'une population donnée. Mais en tant qu'acteur politique, je ne peux pas me satisfaire d'une telle approche.
René Dumont disait, il y a plus de 50 ans, l'Afrique était mal partie, lorsqu'il lançait une espèce d'alerte sur l'autosuffisance alimentaire. 50 ans après, nous faisons le même constat. Et 50 ans après, aujourd'hui, nous constatons que on parle de développement sans avoir la capacité d'avoir une indépendance énergétique, alors que nous avons la matière première, tant sur l'énergie à partir de l'hydroélectrique, à travers les barrages hydroélectriques, tant par l'énergie solaire, alors que nous avons la matière, nous avons le soleil en permanence, tant par le thermique. Ce qui revient à dire aujourd'hui que ce micro-projet, oui, comme j'ai dit, on peut saluer, mais en même temps, on peut se poser la question sur la suite dans les idées des chefs d'État africains. Je vais m'expliquer. Vous savez, il y a eu un projet, le NEPAD. C'était le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique. Abdoulaye Wade. D'Abdoulaye Wade, ouais. Qui est devenu l'agence de développement de l'Union africaine. Ouais. C'était un organe de planification et des projets en Afrique. Oui. En Afrique à l'époque, et il y avait 3 secteurs où on devait mettre l'accent. Les transports, les technologies de l'information et de la communication et l'énergie. Ce qui revient à dire que là, ce projet, c'est un projet pour un pays bien donné, oui. Pour une population bien donnée. Mais les grands projets structurants pour avoir cette dépendance énergétique, on n'en parle plus. On parlait par exemple d'un grand barrage hydroélectrique en Guinée, oui. Qui devait donner la possibilité à tous les pays tout autour, le Togo et autres, pour avoir de l'énergie de façon... Non. Et la RDC, je termine s'il vous plaît, la RDC, il y avait le barrage d'Inga et autres. Maintenant, l'énergie solaire, oui, mais je reviendrai tantôt pour ne pas monopoliser la parole. Même au niveau de l'énergie solaire, lorsque vous voyez très bien, c'est une société britannique. Oui. C'est une société britannique, les partenaires sont français. Oui. Et les kits solaires, c'est-à-dire le matériel, est fabriqué en Chine. Nous, on n'a que la matière. Donc, à terme, ces projets n'iront pas loin. C'est des palliatifs. Voilà un peu l'analyse que j'essaie de faire, une analyse assez sévère. Vous savez, mais je pense qu'on est toujours dans les micro-projets. Comme vous l'avez dit, B-Box est britannique. EDF, qui a 50% d'actions dans B-Box, est française. Donc ce sont des entreprises, si on veut dire, occidentales. Voilà. Alors, donc vous avez même étayé dans le véritable problème. Mais en réalité, moi je trouve que vous n'avez pas la capacité aussi d'apporter des solutions. Puisque la réalité, les faits de cela démontrent que la question de la technologie n'est pas effective dans nos États. Voilà. Alors, est-ce que c'est une question de technologie ou alors de véritable politique visant à électrifier parce qu'il a abordé un problème très intéressant. Moi, je pense que ce sont des actes à saluer, dans la mesure où les gouvernements africains n'ont pas la capacité d'avoir cette vision-là, puisque le problème du transfert de la technologie... Ça ne sert à rien de rester à la tête de l'État si vous n'avez pas la vision. Non, le problème du transfert de la technologie n'a pas été effectué depuis notre indépendance. Mais pourquoi? Et cette technologie, nous n'avons pas... La Chine est devenue la Chine aujourd'hui parce qu'elle a imposé les transferts. Nous n'avons pas eu aussi la capacité d'aller trouver cette technologie là où nous pouvons la trouver. Alors, pardonnez-moi, on a quand même un exemple, un parfait exemple qui est le Maroc, qui fonctionne également aux énergies renouvelables. Donc, on a quand même l'exemple que il y a une volonté politique, véritablement. Il y a eu des financements. Il y a une planification, une volonté politique. Il y a une coordination. Mais le Maroc n'est pas le Togo, comme j'ai cherché à vous expliquer. Le Maroc n'est pas le Togo, ça veut dire quoi? Déjà, ça veut dire que les États sont un tant soit peu limités. Non, mon cher ami. Nous sommes limités à dépendre des services ou bien de la technologie des Occidentaux. Non, c'est une fatalité. C'est une fatalité. Ça ne doit pas normalement créer un scandale dans la mesure où ce sont des populations qui ont été satisfaites. Ce sont des populations qui n'avaient pas accès à l'électricité, qui l'ont. Ce sont des populations qui n'avaient pas accès à l'eau potable, qui l'ont. Et en plus, ils ont eu des surplus puisqu'il y a d'autres services qui ont été proposés. Ils ont accès à Internet, ils ont accès à d'autres services. Et ça, pour des gens qui sont dans le monde rural, c'est une action
à saluer. Je l'ai dit tout à l'heure. Maintenant, pour donner une solution au problème que vous avez soulevé, c'était une manière aussi d'emmener les jeunes Africains qui ont la capacité aussi de développer ces théories-là, de leur donner les moyens afin qu'ils l'appliquent et qu'ils soulagent les populations en vertu de nos actions nationales. Voilà. Est-ce que c'est un problème de moyens? Mais malheureusement, c'est une question de moyens. Non, c'est une question de moyens normalement. Est-ce que c'est une question de moyens ou alors c'est une question politique? C'est une question de manque de vision. Je reviens sur... Technologique. Mais non. Technologique. Non, je vais m'expliquer. C'est une question de manque de vision politique, de suite des idées d'un certain nombre de chefs d'État, disons de l'Union africaine. Oui. Pourquoi je dis manque de vision? Vous savez, aujourd'hui, l'Afrique... la Chine est devenue la Chine, c'est pas par hasard. La Chine, quand elle venait prendre le TGV, aller commander les TGV, laissez-moi... commander les TGV, ils avaient deux clients. Ils avaient l'Allemagne et ils avaient la France. Oui. Et ils disaient tout simplement, les gars, moi, j'ai besoin des TGV à condition qu'il y ait transfert des technologies d'ici 20 ans, d'ici 10 ans. Et aujourd'hui, la Chine fabrique des TGV qui sont... Je finis, s'il vous plaît. Qui vont revendre. Je prends le cas de ce que vous dites tout à l'heure. Je dis bien, nous avons la matière. Ça veut dire quoi? Nous avons le soleil. Nous avons la matière. Oui. Donc, c'est à nous de transformer la matière. Mais nous n'avons pas la technologie. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a une société qui amène la technologie, c'est-à-dire les Chinois qui amènent leur kit. Oui. Il y a une société qui amène le financement, la société britannique Bbox. Mais il faut signer des contrats qui, à terme, puissent faire en sorte qu'on devienne autonome. Ça, c'est dans le cadre de ce projet spécifiquement. Mais il faut voir les choses de manière globale. Oui. Alors, lorsque l'Afrique a parlé du développement, il a parlé du NEPAD. Le NEPAD, ça a été un projet de planification. Il y a eu des initiatives avant le NEPAD. Il y a eu des initiatives avant le NEPAD. Ouais. La question du transfert de la technologie, elle a été posée depuis notre association à l'indépendance, depuis les années 60. Et pourquoi n'a jamais été réalisée? Est-ce que vous vous souvenez des conférences des Nations Unies pour le commerce et le développement, les CUNCED? C'est pas aux Nations Unies de vous le faire. C'est-à-dire que ces gens de débat ont été posés déjà par les pays du Sud, en l'occurrence les pays africains, pour renouveler l'indépendance, dans le but de réclamer le transfert de la technologie. Mais aujourd'hui, 60 ans après notre indépendance, c'est bon, ce n'est pas une réalité. Ce n'est pas une réalité. Pourquoi? Présent. Mais vous ne posez pas la question. Non, ce n'est pas une réalité parce que... On a parlé tout à l'heure de la corruption. Mais c'est ça qui gangrène nos pays. Vous savez très bien que le monde, ce monde-là qui est dominé par le capitalisme, qui est dominé par la concurrence, vous savez très bien qu'en attendant la main à la technologie, comme nous le faisons, aucun pays riche, avancé, ne laissera un pays pauvre africain accéder à la technologie qui lui permettra d'évoluer. Mais aujourd'hui, dites-moi le nom d'un pays africain qui réussit à couvrir tout son territoire. Je vous prends l'exemple aujourd'hui du Botswana. Il n'y en a pas. Non, le problème ne se pose pas à ce niveau. Oui, je prends l'exemple du Botswana. Le Botswana, hier, exportait ses matières premières, l'or et autres. Oui. Le Botswana a décidé de dire, je transforme les matières premières sur place. Aujourd'hui, le Botswana est devenu pays... Quel type de matière première transformée? Oui, c'est ça, c'est la question qu'il faut poser. Si c'est l'agro-industriel, tous les pays africains font la je parle des matières premières, l'or et le diamant. L'or et le diamant, aujourd'hui, ils transforment sur place. Ils transforment sur place. Même la Côte d'Ivoire le fait. Mais non, c'est pour dire, c'est pour répondre à tout à l'heure à votre approche plus ou moins fataliste, qui consiste à dire non, mais non, je ne suis pas fataliste du tout. Je ne suis pas fataliste. On va laisser Guy Mafimba poursuivre. Si je peux la parole à vous. Vous avez une approche fataliste. Non, pas du tout. Je pars du principe que le monde, c'est un problème de rapport de force. Si vous seul, effectivement, avec nos micros-États, on ne peut rien faire, il faut mutualiser les moyens. Raison pour laquelle je vous ai pris l'exemple du NEPAD, qui a été un bon plan de planification et de coordination. Mais comme il n'y a pas de suite dans les idées, on se retrouve à faire des micro-projets qui, à terme, vont se péricliter. Parce que tout simplement, il n'y aura pas de suivi. Raison pour laquelle je propose une autre approche. Ce que vous appelez solution, c'est ça la solution. Oui. La solution, c'est de se dire, nous voulons avoir une indépendance énergétique. Que faire? Nous avons la matière. Nous avons le fleuve Congo, l'un des fleuves les plus puissants au monde. Oui. Le barrage d'Inga, étoffé, dopé, peut électrifier l'Afrique centrale jusqu'en Afrique de l'Est. Vous avez en Guinée
la même chose. Madame vous a pris tout à l'heure le cas du Maroc, qui n'a fait que exploiter sa matière première naturelle qui est le soleil. Mais nous avons tous les pays sahéliens qui ont le soleil 24 heures sur 24. Est-ce qu'ils ont besoin de faire les choses de manière, on va dire, micro? Non, il faut faire des choses de manière méga. C'est-à-dire que, je finis, tous les pays sahéliens peuvent se retrouver, mutualiser les moyens et les intelligences pour faire en sorte qu'ils puissent faire installer ces centrales solaires, mais en posant des conditions à ces partenaires que, au-delà de 10 ans, de 15 ans, nous devons avoir la maîtrise de notre technologie. Et je finis. Oui, en même temps, en mettant énormément d'argent sur la formation des cadres, sur la formation des employés, pour que demain, ils puissent avoir la maîtrise du fonctionnement de ces centrales solaires. C'est pas compliqué, c'est pas sorcier. Vous avez dit, moi je pense que vous avez théorisé, c'est tellement beau à entendre, mais aujourd'hui nous sommes en 2019, la réalité elle est là. Aucun pays africain n'a aujourd'hui la technologie que vous venez d'annoncer. Donc, raison pour laquelle moi je pense qu'il ne faudrait pas fustiger l'effort qui a été mené par le gouvernement togolais, par le gouvernement togolais dans le but de satisfaire les populations, que ce soit une entreprise occidentale ou pas. Dans la pratique, on constate que près de 4000 personnes aujourd'hui qui n'avaient pas d'électricité, qui vivaient dans l'obscurité, ont eu l'électricité. Et revenant sur la technologie, comme on le constate ici, c'était un mini réseau électrique qui a été mis en place pour pallier le besoin des photovoltaïques, c'est-à-dire un mini réseau électrique qui a été spécialement mis en place par ce groupe dont vous parlez. Je veux juste... Par le groupe dont vous parlez. Et aujourd'hui, il y a eu des actions concrètes. Bon, moi, je ne sais pas si aujourd'hui je peux blâmer le gouvernement togolais ou pas, mais une chose est sûre, le but il a été atteint. Donc, pour revenir sur votre question, monsieur mon collègue, je pense que non, sincèrement, vous ne devez pas à chaque fois chercher à fuir la réalité des faits. Vous ne devez pas fuir la réalité des faits. L'homme d'État et l'homme politique, c'est celui qui donne, qui propose des solutions. S'il y a des initiatives... Lorsqu'il y a une incapacité, on le dit. S'il y a des initiatives à prendre dans le but d'arriver aux résultats que nous tous nous espérons, moi je suis d'accord avec vous, il faut qu'on l'apprenne, mais aujourd'hui... Je vais illustrer alors, mon approche. Parce qu'on arrive malheureusement... Je vais illustrer mon approche avec une problématique. Je suis au Congo-Brazzaville. Oui. Mon pays manque d'électricité. 24 heures sur 24 quasiment. Nous sommes dans le noir. Mais nous avons le fleuve Congo. Je connais bien le Congo. S'il vous plaît, nous avons le fleuve Congo, l'un des fleuves les plus puissants au monde. Oui. Et nous pouvons avoir de l'électricité jusqu'à même exporter. Donc, à vous entendre... Ah, mais c'est la réalité. Non, je n'ai pas dit ça. Si par exemple le Congolais, si vous êtes capable de fabriquer des barrages, alors là, je vous tire mon chapeau. Et toute l'Afrique va vous servir d'exemple. Voilà. Je pense que nous avons cette incapacité. Même le barrage dont vous parlez, il a été construit à partir des moyens technologiques mis sur pied. Mais je ne dis pas le contraire. Alors on a d'un côté, bien entendu, Guy Mafimba. Il faut mettre les choses devant les réalités. Le gouvernement peut faire mieux. Et pour vous, Dianza Oris Bonlou, ça reste un début de quelque chose. Il faut saluer d'abord l'action du gouvernement togolais, que ce soit entreprise occidentale ou pas. Il faut saluer d'abord l'initiative du gouvernement togolais dans la mesure où 4000 personnes qui étaient dans l'obscurité ont eu accès à la lumière. Nous avons une carence d'hommes d'État en Afrique. Et à travers cet exemple, vous êtes en train d'entériner cette espèce de carence d'hommes d'État qui pensent aux élections de demain et qui ne pensent pas aux générations futures. Et l'Afrique de demain, Bibi Boss fournit l'électricité à 130 000 personnes en Afrique de l'Ouest. On arrive malheureusement au terme de cette émission. Nous aurons bien sûr l'occasion d'en reparler dans le cadre de nos prochaines émissions. Un grand merci à vous, Dianza Oris Bonlou. Je rappelle que vous êtes politologue. Merci à vous également, Guy Mafimba, analyste politique. Merci beaucoup. Merci à vous, bien sûr, de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain. Très belle soirée. Merci.